Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous tranquillement, prenez place. On va attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Bien, prenez place, installez-vous. Il reste encore des places devant, si vous voulez, si je puis me permettre. Et puis, on va pas tarder à commencer parce qu'effectivement, le sujet est assez dense. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par ConnectWave. C'est le second webinaire de l'année. Et c'est le premier webinaire du printemps, un printemps, ma foi, assez chaud, au sens propre comme au sens figuré, pour discuter d'un sujet qui est tout aussi brûlant, voire même explosif, sans mauvais jeu de mots, puisqu'on va parler aujourd'hui de la pénurie des composants électroniques et de savoir pourquoi cette pénurie et ce qu'on peut faire pour essayer de la contrer. Avant d'en discuter plus sur le sujet, je voudrais vous dire deux mots sur ConnectWave, pour ceux qui ne connaissent pas encore la maison. Donc ConnectWave est une association. Est-ce que vous voyez tous mon écran avant toute chose? Si vous le voyez, vous avez un moyen en bas du vôtre d'écran de me dire que tout se passe bien et que par la même occasion, dans le chat, vous avez la possibilité donc de poser vos questions en temps réel. Donc n'hésitez pas. Et avant toute chose, si tout va bien, je vais continuer. Donc voilà, ConnectWave est une association donc de professionnels, une association d'entreprises qui assure la promotion, assure un certain nombre d'actions pour ces entreprises, y compris, on va le voir dans quelques instants, des actions de formation, de communication, etc. Voilà. L'association, donc, comme je disais, elle se positionne autour de la vie digitale des objets et plus particulièrement de leur identité, et ce pour un certain nombre d'applications qui sont de plus en plus importantes que dans tous les domaines d'activité du monde économique, que ce soit pour la traçabilité, l'anti-contrefaçon, dans les domaines de la santé, dans les domaines de la gestion de linge, par exemple, enfin bref, un certain nombre de domaines. Donc le sujet est très très important. Beaucoup de sociétés travaillent autour de ça, à la fois pour fournir des solutions et puis aussi pour utiliser ces technologies. ConnectWave, c'est une association qui a été créée il y a déjà 13 ans, sous l'égide du ministère de l'Industrie. Et c'est une association aujourd'hui qui représente un énorme réseau de plus de 10 000 entreprises. Je crois qu'on a à peu près 15 000 personnes qui font partie de ce réseau, à la fois sur des réseaux sociaux et aussi pour des campagnes de mailing qu'on organise régulièrement. C'est effectivement un formidable vecteur de communication pour ces sociétés. Le moyen aussi d'organiser un certain nombre d'événements dans ce thème de la communication et de la promotion des marques et des solutions. À titre indicatif, l'année dernière, au cours des événements qu'on a organisés, malgré la situation compliquée liée à la crise sanitaire, on a quand même eu un total de environ 1000 participants. Et en termes d'adhérents, aujourd'hui, on est à peu près à une centaine d'adhérents. Bon, c'est un chiffre qui est en permanente évolution, bien sûr. Ce que ConnectWave propose en deux mots, ça s'articule autour des 3 C, donc à la fois du contenu, des connaissances et de la communication. Les contenus, donc là on a un exemple en ce moment, donc c'est
certain nombre de webinaires qu'on organise avec une moyenne, grosso modo, de 1 à 2 webinaires par mois. On organise également des workshops. Vous avez dû voir passer certainement des communications sur le sujet. Un sujet extrêmement d'actualité, on lance la semaine prochaine donc une campagne de rédaction de livres blancs sur un certain nombre de sujets parce qu'on se rend compte qu'on a besoin d'expliquer, on a besoin d'éduquer le marché, d'expliquer ce qu'on fait, d'expliquer les technologies et les cas d'usage. Donc ça se fait autour de manuels, de livres blancs qu'on va progressivement apporter donc à la base de nos documents. Des connaissances avec un certain nombre de formations, toujours plus de formations qui sont organisées. Et il faut savoir que ConnectWeb donc, est un organisme de formation agréé donc, qui vous permet de bénéficier d'un certain nombre de supports, comme vous le savez certainement. On fait aussi beaucoup de consulting, à la fois sur le côté technologique, sur le côté technique et sur le côté commercial. Que ce soit en France, et puis on est en train de développer également une activité dans la Silicon Valley aux États-Unis. Des études de marché également, donc on a des partenariats avec un certain nombre de sociétés qui sont des grands noms sur le domaine des études de marché. Et en matière de communication, des événements, alors c'est vrai que ça a été très calme les mois précédents, et là on commence à ressortir la tête de l'eau avec des événements à la fois au niveau national et au niveau régional également, puisque c'est aussi un axe de développement qu'on met en place en ce moment, à savoir une représentation régionale de ConnectWeb avec la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui sera le fer de lance de ce premier développement. De la publicité également, avec un pack communication qu'on met à disposition de nos adhérents. Et puis enfin, on est un relais pour les appels d'offres de grand donneur d'ordre. Récemment, on a relayé un appel à manifestation d'intérêt de Legrand qui recherchait donc des partenaires pour développer un certain nombre d'applications dans ce domaine des objets connectés. Voilà en quelques mots ce que ConnectWeb est aujourd'hui. Et si on revient au sujet donc du moment, effectivement, c'est un sujet extrêmement brûlant puisque aujourd'hui, tout est électronique, tout contient de l'électronique et donc forcément, si la fourniture de ces composants commence à poser un certain nombre de problèmes, c'est des pans entiers de l'économie qui est concerné. C'est un peu l'équivalent de ce qu'on voit en ce moment avec les problèmes liés au cours du pétrole. Ça impacte beaucoup de monde. Le marché automobile, par exemple, est impacté. Ça a été probablement l'un des premiers impactés, mais pas que, et on va en discuter au cours de ce webinaire. On verra également que la crise sanitaire a certainement été à l'origine de cette crise de la fourniture des composants, mais pas que. Et on voit qu'il y a un certain nombre de crises qui se sont rajoutées ou un certain nombre d'incertitudes qui expliquent pourquoi on en est là aujourd'hui. On parlera bien sûr de la guerre en Ukraine, on parlera des crises et des tensions qu'il peut y avoir, par exemple, entre la Chine et les États-Unis, qui peuvent expliquer un certain nombre de choses, de l'envolée des crypto-monnaies qui représentent des consommations en composants électroniques assez importantes aussi. Donc c'est une industrie qui est très sollicitée. C'est une industrie également qui demande d'énormes investissements. Il y a très peu au regard du nombre de composants qui sont produits, il y a très peu de ce qu'on appelle des fondeurs, c'est-à-dire les gens qui fabriquent ces petits morceaux de silicium qui se retrouvent donc dans des boîtiers et ensuite qui se retrouvent dans beaucoup d'applications. Donc il y a très peu d'usines dans le monde et du coup ces investissements importants font que il y a beaucoup de latence et ça c'est quelque chose qui est très régulier, qui n'est pas lié à la situation du moment, mais qui est très régulier. Et on voit que la latence et la différence de temps entre la consommation et la fourniture fait que forcément il y a des crises qui
régulièrement arrivent. Donc voilà, je vais arrêter là pour cette introduction. On a une crise. La question, c'est aussi de savoir, bien entendu, combien de temps ça va durer. Alors ça, je ne sais pas si Madame Irma s'est jointe à ce webinaire. On va voir. En tout cas, voilà, un sujet assez complexe, un sujet d'actualité, et je pense que c'est intéressant d'avoir l'avis de spécialistes sur la question et de comprendre donc ce qui fait l'offre et comment la demande peut s'adapter à cette offre. Pour parler de ça, donc effectivement, deux spécialistes aujourd'hui de la question. Dans un premier temps, nous accueillons donc Marie Pecoraro, qui est directrice de la supply chain chez Waeski. Donc Waeski, c'est un fournisseur, un spécialiste donc de solutions de sécurité digitale, que ce soit hardware et logiciel. Donc Waeski, c'est un fournisseur de composants électroniques. Marie en parlera tout à l'heure. Un fournisseur de composants électroniques, mais qui ne fabrique pas lui-même ses composants, ce qui est le cas de beaucoup de fournisseurs de composants électroniques aujourd'hui. Et donc, la vision de Marie sur cette chaîne d'approvisionnement de composants et ce qui font les goulots d'étranglement sur cette chaîne, voilà, cette vision-là va être intéressante. Donc là, c'est ce côté plutôt fournisseur de composants, et côté consommateur, nous accueillons également Laurent Coussonnet. Laurent, qui est le président de Yacities, donc une entreprise qui est basée principalement dans le centre de la France. D'ailleurs, Laurent est précurseur pour cette création de ConnectWave en région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette entreprise donc travaille dans le domaine de l'IoT, depuis la R&D jusqu'à la production donc d'objets connectés, donc forcément très gros consommateur de composants, et Laurent nous expliquera comment il vit personnellement, je dirais, et comment son entreprise vit cette crise, les moyens qu'il met en œuvre et les problèmes qu'il a encore. Et bref, cette vision à la fois de l'offre avec Marie et de la demande avec Laurent, je pense que ça va être intéressant. En tout cas, j'espère que vous allez en apprendre beaucoup plus. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Marie, non sans avoir libéré l'écran. Marie, c'est à toi. Merci Olivier. Merci pour cette brève présentation. Je vais partager, en tout cas tenter aujourd'hui de partager mon quotidien dans ce monde de l'électronique et dans cette période bien particulière de shortage. Donc au préalable, une présentation rapide. Donc je suis directrice de la supply chain depuis une vingtaine d'années, principalement dans le domaine des semi-conducteurs. Et deux mots au préalable sur Waeski. Donc la société Waeski est une société internationale en fait, dont le siège social est basé à Genève, mais avec un groupe relativement conséquent à Meyreuil, mais également des représentations partout dans le monde, aux États-Unis, Taïwan, Japon, etc. Je n'en citais que quelques-uns. Donc, on est une société qui avons un grand savoir-faire dans ce domaine des semi-conducteurs, puisque ça fait plus de 22 ans qu'on opère en la matière, et encore, on pourrait même dire plus, puisque 22 ans, c'est la durée de vie de ce groupe, mais qui lui-même, en fait, s'appuyait sur des savoir-faire antérieurs d'Atmel et même de Motorola. Donc, et depuis les 22 ans, d'ailleurs, nous avons vendu à peu près 1,6 milliard de chips, enfin de puces sécurisées, entre autres dans le domaine de l'IoT. Donc voilà, on n'est absolument pas novice en la matière, et c'est un savoir-faire de longue date que nous avons. La particularité de Waeski est de fournir des composants, comme le disait Olivier, et pas seulement, en fait. Nos composants sont
intégrés en réalité dans des plateformes, enfin dans des solutions complètes pouvant être plus ou moins imbriquées, comportant à la fois du silicium, mais pouvant aussi comporter du software, des certificats, du matériel, tout un tas d'autres choses pouvant proposer donc à nos clients une offre unique et complète en matière en fait de sécurisation et notamment dans le domaine des objets connectés. Donc c'est là que nous faisons le lien complètement avec ConnectWave. Alors, je vais vous parler, moi, aujourd'hui, de ma place de Supply Chain Manager dans cette société. Et comme le disait Olivier, on est une société dite faiblesse, comme la plupart des acteurs dans ce domaine. Il faut savoir que depuis, j'avais retrouvé des chiffres disant qu'en 2015, il y avait à peu près 85% des puces vendues dans le monde, en fait, proviennent de modèles d'usines, enfin de fournisseurs sans usine. Alors que quelques années, moins de 10 ans avant, on était à peu près à 65% en modèle faiblesse. Donc notre modèle est absolument pas, est tout à fait classique, absolument pas particulier. Et comment ça fonctionne? C'est-à-dire que nous fournissons, en fait, nous venons avec notre idée, notre innovation, qu'on peut appeler, qu'on va concevoir, qu'on va designer. Et ce design, nous allons le donner, en fait, à des fondeurs. Les fondeurs sont des entreprises en Asie, spécialisées, enfin la plupart du temps en Asie, spécialisées dans la fabrication et non pas la conception, mais véritablement la fabrication des composants électroniques avec un processus relativement complexe qui peut avoir plus de 200 étapes, par exemple. Et puis, une fois sorti des fondeurs, le processus ne s'arrête pas là, puisqu'on va avoir également besoin de certifier nos produits, de les tester, de s'assurer qu'ils fonctionnent, les mettre, individualiser les puces pour pouvoir les vendre dans des packages divers et variés pour ensuite les transporter à notre client final. Voilà pour les grandes étapes de la fabrication. En tout cas, quand on est une usine, un sous-traitant faiblesse tel que nous le sommes nous. Alors, je vais vous mettre un petit peu quelques images. Je vous propose quelques images pour illustrer ce processus-là. Alors, je n'illustrerai pas toute la fabrication des fondeurs, qui était un processus particulièrement compliqué et de pointe à part entière, mais qui nous prendrait peut-être déjà trop de temps. Mais je vais me concentrer sur la suite des opérations, donc avec la sortie des wafers, qui est notre galette de silicium, qui nous sort des fondeurs, qu'on envoie ensuite pour le faire tester, c'est-à-dire sur cette galette de silicium qui peut comporter, mettons, entre 2000, 5000, 10 000 puces, voire même parfois 20 000 puces. On va devoir individuellement identifier lesquelles sont bonnes, lesquelles sont à rejeter, et puis injecter ce qui doit être injecté dans ce processus-là. Une fois la cartographie des puces bonnes et celles qui sont à rejeter, cette tranche de silicium est ensuite amincie. Elle est ensuite sciée pour rendre les puces individuelles et elles sont ensuite maintenues sur un film adhésif avant d'en faire la suite du processus, c'est-à-dire de les assembler avec, par exemple, une antenne, un capsule disque, un de nos produits qui sert dans l'authentification de bouteilles de vin. Mais ça peut être aussi des modules de cartes à puce que vous retrouverez, par exemple, pour vos cartes bancaires. Et pour cela, on va prendre individuellement chacune des puces, les positionner sur le frame, qui peut être une antenne ou un module, et puis venir faire un certain nombre de connexions par des fils, alors en or, en cuivre, selon la technologie. Alors évidemment, tout cela s'est grossi plein de fois, tellement c'est petit, on est sur des... Et de côté, donc, vous voyez une connexion qui a été faite entre notre puce et le frame, vu de côté et au microscope. Évidemment, pour protéger tout cela, on va mettre ensuite une résine qui permettra ensuite de pouvoir transporter ou en tout cas en faire quelque chose sans risquer de perdre les connexions. Et je vous montre ici quelques
équipements qui permettent un petit peu de processer l'ensemble de ces opérations. Puis la fin de la supply chain va consister à voir en fait unitairement toutes ces puces dans des alvéoles qui elles-mêmes vont pouvoir être mises sur des bobines, mises sous vide et transportables à nos clients. Voilà. Alors pourquoi toutes ces images? C'est un peu pour représenter tout ce qui s'y passe. C'est également pour dire que sur ce processus-là, hein, même en dehors des fondeurs qui eux-mêmes sont déjà à part entière quelque chose de très compliqué, eh bien, on est sur de l'industrie quand même de pointe qui requiert un certain nombre d'équipements qui prennent de la place, qui demandent également de la précision, qui sont consommateurs d'énergie, de fluides, de matières premières. Je vous parle de ça parce qu'on y vient, c'est on est face à une problématique de pénurie. Pénurie qui nous impacte, et comme vous voyez, ça pouvait impacter à plein de niveaux de la fabrication. Alors pourquoi cette pénurie? D'abord, en fait, on peut voir qu'il y a une explosion de la demande. Je reviendrai dessus plus précisément. Dans un monde avec des capacités limitées. Un monde dans lequel également des investissements sont faits, mais de manière ciblée, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'investissement tout azimut. Olivier le précisait tout à l'heure, les investissements dans ce domaine d'activité sont colossaux, donc des choix sont faits. D'autre part, nous sommes dans une industrie de pointe, donc avec des temps d'implémentation et de migration qui peuvent être relativement longs, le tout sous un contexte géopolitique qui est non négligeable. Alors, il n'y a pas de linéarité, hein, l'ensemble de ces éléments sont complètement interconnectés et je vais revenir un petit peu plus en détail sur chacun d'entre eux. Tout d'abord, pour ce qui est de la demande, en fait, je dirais que la crise à laquelle nous faisons face à l'heure actuelle peut prendre sa source suite à la crise sanitaire, en fait. Alors, au démarrage, la crise sanitaire avait plutôt une perturbation inverse. Hein. On n'était pas dans une explosion de demande. Au contraire, les usines chinoises étaient plutôt en train de fermer puisqu'ils avaient mis tout le monde en confinement. Les lignes d'automobile, par la suite, se sont arrêtées à cette époque-là, pas du tout pour des problématiques de pénurie, mais bien parce que, en mettant le monde sous cloche, il y avait un certain nombre de choses qui s'arrêtaient. Et à contrario, on a vu également la digitalisation exploser, poussée par tout ce qui était besoin de pouvoir communiquer à distance, passer le temps à distance, enseigner à distance et continuer de travailler à distance. Et pendant cette période de Covid, l'industrie de l'électronique, en fait, était absolument pas... a été l'une des industries qui a continué à fonctionner, hein, remis en Chine au démarrage, mais assez rapidement, elle a repris. Elle a repris, et puis, boostée par cette demande, très rapidement, les capacités étaient limitées. Et dans ce marché, on a l'habitude. On a l'habitude de cycles, on a l'habitude d'avoir des moments où on a trop de demandes par rapport à la disponibilité des capacités. Et on sait, traditionnellement, que dans ces moments-là, des bulles se forment, c'est-à-dire que les clients ont tendance à demander plus pour pouvoir obtenir ce dont ils ont besoin. Donc, tout ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la demande a explosé. C'est un fait, également aussi parce que la consommation de puces dans les domaines de l'automobile et de la téléphonie 5G consomme beaucoup plus de puces que ça n'était auparavant. Alors, sauf que les investissements, je vous disais, ils sont faits de manière ciblée. C'est-à-dire qu'en électronique, tous les 2 ans, on dit, hein, selon la loi de Moore, qu'on va avoir une amélioration, enfin la possibilité d'avoir des composants de plus en plus complexes et donc requérant des technologies de plus en plus avancées. Étant donné l'importance des investissements qui sont faits sur les lignes, qui s'élèvent à plusieurs milliards, la plupart du temps, quand les investissements sont faits, ces investissements sont faits sur les technologies les plus avancées et pas forcément sur les plus anciens ou les plus matures. Et pourtant, dans une voiture, dans un téléphone, on va peut-être retrouver certains capteurs qui requièrent des technologies particulièrement avancées, mais on peut aussi avoir un composant qui est, lui, beaucoup plus mature et sur des technologies anciennes.
Notre écosystème est également fortement impacté par toutes les tensions géopolitiques actuelles. On peut parler effectivement de la crise en Ukraine. On peut se poser des questions sur quel est le niveau de dépendance que cette industrie a en termes d'approvisionnement de matières premières. Mais effectivement, il n'y a pas que ça. Le monde est interconnecté, le monde des semi-conducteurs faiblesse en tout cas l'est complètement, puisque au préalable, il y avait déjà en fait une première crise qui était induite par la guerre commerciale entre les Chinois et les Américains qui avaient rebattu certaines cartes. Donc, on voit qu'on est face à de nombreuses menaces qui sont au-delà de juste de ce que nous pouvons véritablement contrôler directement. Aujourd'hui, les capacités sont limitées. Pourquoi? Parce que, en fait, la demande a explosé, mais malheureusement, nos fournisseurs, nos fondeurs, en fait, ont un certain nombre de capacités quand même disponibles, mais pas forcément sur les technologies dont on a besoin. Par ailleurs, avec la bulle qui a pu se créer, il y a de fortes saturations de lignes un petit peu partout. Et puis, même si on peut imaginer que les fondeurs ont intérêt à ce que tout le monde migre progressivement sur des nœuds plus avancés, malheureusement, les temps de migration sont relativement longs, ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on est encore dans cette situation de pénurie. Donc, on est dans une situation plutôt complexe, multifactorielle, avec des enjeux financiers colossaux, mais bon, peut-être allons-nous nous en sortir. En tout cas, pour le court terme, ce que je voulais partager avec vous, c'est que voilà, il a fallu quand même continuer à produire, et j'aurais tendance à dire que l'impact majeur en fait de cette crise, c'est que ça nous a demandé de changer de paradigme, changer de façon de fonctionner. Les modèles anciens de juste à temps ou du système MRP qui pouvait être connu dans les grandes sociétés ont été anéantis, je dirais en tout cas, ne fonctionnent plus. On a dû penser à construire de nouveaux modèles, et je pense que ça a été la clé en fait dans cette crise, dans cette situation, c'est véritablement de pouvoir s'adapter, remettre en question notre façon de fonctionner, faire preuve d'ingéniosité également pour pouvoir trouver, optimiser, fonctionner différemment, penser différemment, pour pouvoir continuer à obtenir de la capacité, continuer à produire, continuer à servir nos clients. Donc, ça nous a demandé beaucoup de persévérance, et je pense qu'une des clés également dans cette situation, c'est la cohésion entre les différentes équipes, puisqu'on est dans une situation qui a conjoncturellement, en fait, rebattu complètement les cartes. La traditionnelle relation client-fournisseur s'est un petit peu inversée. Autrefois, le client demandait absolument d'être livré tout de suite, très rapidement. Maintenant, les temps de livraison se sont considérablement accrus, et parfois même, on en est juste réduit à être content d'avoir la possibilité de recevoir des pièces. Donc, c'est probablement le message le plus important, c'est que malheureusement, cette situation contextuelle peut à tout moment rebasculer, soit continuer à être sous tension, mais également du jour au lendemain se retourner. On le voit qu'on est extrêmement vulnérable par rapport aux tensions géopolitiques mondiales. Donc, quelque part, ce qui est vrai aujourd'hui, qui n'était déjà pas ce qui était la situation d'hier, sera probablement pas ce qui sera demain. Et donc, probablement que la clé va continuer à être dans inventer l'agilité de la supply chain, et puis construire une supply chain qui puisse être beaucoup plus flexible dans ce monde qui est incertain, mouvant, et puis sans compter le challenge auquel nous allons devoir nous adresser dans les années à venir, et qui n'est pas des moindres, qui est de rendre cette supply chain dans l'électronique durable, puisque vous n'êtes pas sans savoir en fait que c'est quand même une industrie qui est extrêmement consommatrice de matières premières, d'énergie, d'eau et de matières naturelles qu'il faudra adresser de manière inévitable.
Merci Marie pour ton témoignage extrêmement intéressant qui illustre bien la complexité de la chaîne de fourniture des composants électroniques. Donc on a bien compris de ta part que ta vie est particulièrement difficile. La vie des fournisseurs de composants est particulièrement difficile aussi. Et la vie des utilisateurs est-elle facile, Laurent? Merci pour la transition. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'envers du décor. Donc j'ai bien aimé, Marie, quand tu as dit on est content de recevoir des choses. Avant, le client était roi. Effectivement, on peut dire aujourd'hui pratiquement que le fournisseur est devenu roi. Voilà, puisque recevoir des composants, recevoir des matières, c'est devenu un vrai parcours du combattant. Voilà, donc nous, YesITIS, peut-être pour introduire rapidement le sujet, donc YesITIS a été créé en 2016. Je n'arrive pas à basculer. C'est pas grave. Voilà, YesITIS a été créé en 2016. Donc nous, notre ADN au départ, c'est vraiment de la transformation digitale. Et effectivement, au regard de certaines activités, notamment dans les objets connectés, on a été amené à racheter deux usines, donc une dans plutôt la partie microélectronique. Donc en gros, on a racheté une usine de RFID en Bulgarie qui avait une joint venture en Chine. Donc là, on a fait ça en 2018, donc la société Arfid. Et puis en 2021, on a racheté la société RGM, qui est une société qui produit en France des objets connectés. Donc nous, au départ, notre ADN, c'était plutôt l'innovation, la connectivité, le digital, la transformation digitale. Et on a dû créer cette chaîne de valeur un petit peu de gré et de force, parce qu'on s'est rendu compte que quand on était dans le domaine des objets connectés, arriver à produire de manière simple et efficace sans faire appel à une multitude de fournisseurs, c'était quasi impossible. Donc, on a décidé finalement de tout intégrer et de créer cette chaîne de valeur en interne. Donc, qui va de la R&D, hein, c'est-à-dire qu'on a en gros une trentaine de personnes qui sont des ingénieurs et qui font de la R&D sur des objets connectés, donc ce qu'on appelait des IoT Studios. On a également une partie manufacturing, donc avec les deux structures qu'on a rachetées, EVMI et Arfid, donc l'une sur la RFID, l'autre sur la partie objets connectés, et puis une plateforme digitale qui regroupe l'ensemble de ces données, qui fait du data collecting et qui les met à disposition des clients. Alors sur la partie industrielle, ben là vous voyez une partie donc, qui est tout ce qui est, on est aussi Marie dans les wafers. Donc on a même racheté tout récemment deux machines COB donc, qui font du chip on board, c'est-à-dire qui vont aller reprendre les petites puces qui sont sur les wafers pour les installer sur des petits modules qui seront ensuite mis dans soit des cartes bancaires, soit des tickets de transport, soit différentes cartes de fidélité, enfin différents usages, on va dire. Donc, vous voyez en bas aussi, ben, on a des problématiques d'antenne, donc de communication sur cette partie-là. Donc, on fait là ce qu'on appelle les objets connectants. Et puis, on a une usine dans laquelle on pratique 5 métiers. Hein, donc, on fait de l'injection plastique. On a une vingtaine de presses, 18 presses exactement, 2 maintenant entièrement robotisées. On fait de l'assemblage. On fait de la découpe et de l'emboutissage de métal, puisque dans les objets connectés, il y a toujours un petit bout de métal pour fixer, pour servir de support. On fait du câblage, donc on est l'une des meilleures entreprises, on va dire sans doute en France, à faire du câblage. C'est plutôt en Afrique du Nord que ça se passe habituellement. Puis on a une ligne CMS entièrement automatisée qui permet de produire des cartes électroniques intégrées, voilà, plutôt modernes. Et du coup, on intervient par rapport aux marchés qui ont été cités par Marie tout à l'heure, beaucoup dans le monde automobile. Hein, donc, on est capable de fabriquer des compteurs. Donc, les compteurs que vous voyez ici sur l'écran, c'est des compteurs de cyclo ou des compteurs pour des voitures. Donc, typiquement, on fait tout ici, en fait, tout en France, sauf en gros l'aiguille qu'on achète et puis l'écran du milieu en verre. Mais tout le reste est fait sur notre site industriel. Donc en France, à côté de Clermont-Ferrand, à Brassac-les-Mines. Voilà. Après, il y a des vieux systèmes aujourd'hui sur lesquels on a passé la main, des systèmes d'allumage, mais qui étaient à l'origine de l'usine.
Et puis, on a maintenant aujourd'hui l'arrivée à l'intérieur de l'usine de nouveaux capteurs qu'on a développés, imaginés chez YesCities, autour de la géolocalisation, de la traçabilité, de la gestion de l'eau, effectivement, des LED, des éclairages, voilà, ou tout simplement des systèmes de mesure de température, d'humidité, comme vous en connaissez. Et notre grande fierté, c'est que tout est fait en Made in France, à des coûts finalement qui sont plutôt attractifs, hein, puisqu'on est benchmarké par, il y a de plus en plus, là on en a 2 en cours actuellement, d'entreprises qui veulent faire de la relocalisation. Donc ça, c'est sans doute aussi un des points positifs de cette crise, il y en a quand même. Et le Made in France et le fait d'avoir une entreprise entièrement intégrée, pour nous, est un véritable atout. Voilà. Après, c'est vrai que produire avec ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est extrêmement compliqué. On a par exemple un client dans l'automobile pour lequel on achetait un composant 52 centimes. Et ce composant, on l'achète aujourd'hui 54 $. Donc avant, quand vous en achetiez 2000, il fallait avoir 1000 € en cash. Et aujourd'hui, quand vous en achetez 2000, il faut avoir 100 000 € en cash. Voilà. Donc, ça a nécessité, en termes d'organisation et en termes d'approche, vraiment là pour le coup, une grande proximité avec nos clients et nos partenaires. Parce qu'évidemment, il est impossible pour un industriel de prendre en charge ces coûts-là, hein, sans les répercuter chez les clients. Voilà. Et on a des hausses en moyenne qui sont entre 10, 15, bon là vous voyez 100 fois le prix, c'est quand même un petit peu rare, mais ça arrive. Et surtout, on a des délais qui sont fixés à 22, 50. On a même sur un composant des délais à 3 ans. Bon, j'avoue, Marie et Olivier, que délai à 3 ans, je me suis posé la question de construire une usine. Bon. Mais voilà, on en est là. Donc, ce qui rend la situation extrêmement difficile, avec bien sûr des stocks qui s'envolent, hein. Nos stocks sont passés de, en gros, 3 millions d'euros à 5 millions 4, parce que il faut surstocker. Puis en plus, la valeur de ces stocks, naturellement, augmente avec l'augmentation des prix intrinsèques de chaque composant ou des matières. Donc, ce qui fait qu'effectivement, les PME, les entreprises, d'une manière générale, hein, je peux dire les PME, mais je vois bien quand je discute avec des grands comptes que la situation n'est pas forcément plus simple chez eux. Ça exige du cash, ça exige de l'agilité, ça exige effectivement, comme l'a expliqué Marie, une nouvelle organisation, hein, le juste à temps, les flux tendus, les commandes de dernier moment, l'optimisation. C'est des sujets, je ne vais pas dire qu'ils sont mis en deuxième ligne parce que c'est toujours indispensable et nécessaire, mais en tout cas, c'est des sujets qui sont traités de manière très, très différente de ce qu'on pouvait le faire avant. Finalement, dans un monde assez confortable, parce qu'on n'était pas content avant, mais finalement, si on pouvait revenir à quand on n'était pas content avant, par rapport à aujourd'hui, ça serait vraiment super, quoi. Voilà un petit peu la situation. Donc, compliqué pour une jeune entreprise comme nous de passer toutes ces tempêtes, parce qu'effectivement, plus on est ancien, plus on a de volume, plus on a de cash, plus on a de clients, plus on peut répartir les risques, plus on peut assumer, un peu comme quand on est avec un gros bateau ou un petit bateau dans la tempête, assumer ces vagues qui arrivent. Voilà, donc ça nécessite chez nous énormément de tuning à tous les étages. Voilà, alors après, en termes d'organisation, peut-être pour expliquer, on avait, quand on a repris l'entreprise, on avait une acheteuse, aujourd'hui on en a 4, et on a 2 acheteurs en Chine directement, pour se sourcer directement à Shenzhen. Voilà, ce qui nous aide aussi beaucoup. On a bien sûr travaillé sur les stocks, donc on a une personne qui est affectée toute la journée au stock pour vérifier les stocks de composants. Bien sûr que l'on surveille en permanence, et de plus en plus de clients achètent des stocks et nous demandent de les garder sous clé. Donc, on a dû créer dans notre système de gestion des stocks des compartiments un peu sécurisés et affectés à chaque client. Voilà, donc ça demande un peu toutes ces adaptations. Et puis, qu'on a eu aussi, comme tout le monde, beaucoup de chance, hein, on l'a tous vécu. En plus, il a fallu réorganiser l'usine avec le Covid, espacer les codes les tables de travail, enfin réorganiser l'usine au milieu de tout ça. Voilà, donc c'est une époque pas vraiment formidable, mais qui nécessite beaucoup de réactivité, d'imagination et en tout cas d'adaptabilité pour passer tous ces moments. Voilà ce qu'on peut dire. Merci Laurent pour ton témoignage également, et qui nous fait vraiment toucher du doigt les difficultés que cette crise
génère pour Yacities et puis pour l'ensemble de l'industrie, et que cette crise génère également pour, de l'autre côté, pour les fournisseurs de composants. C'est un sujet très important. On a donc beaucoup d'investissements. Le fait est que aujourd'hui, c'est une industrie qui est principalement l'industrie des composants qui est principalement localisée en Asie. L'Europe a du retard. L'Europe, il y a quelques années, représentait à peu près 20% de la production mondiale de composants. Aujourd'hui, c'est tombé à 10%. Et dans ce cadre-là, la Commission européenne donc, a annoncé l'année dernière, en fin d'année dernière, un European Chip Act qui est une action d'envergure avec un budget, si je me souviens bien, à 50 milliards d'euros, qui est là pour supporter donc les initiatives en matière de relocalisation en Europe de l'industrie ou tout partie de l'industrie du semi-conducteur, avec un objectif ambitieux, en tout cas sur le papier, qui est de multiplier la production par 4 et de faire en sorte qu'on retrouve d'ici 10 ans un niveau de position de l'Europe à environ 20% du marché mondial pour la production des semi-conducteurs. C'est ce qui a été annoncé récemment. On a entendu parler effectivement d'Intel qui veut profiter bien sûr de la manne et qui veut profiter et qui veut s'installer en Europe en investissant quelque chose comme 80 milliards de dollars avec des sites en Allemagne, en Italie, en Espagne et aussi en France pour des R&D et des recherches sur l'intelligence artificielle. Bref, il y a effectivement des initiatives qui sont prises au niveau européen et la question de Jean-Louis Lazari qui nous regarde et qui nous écoute est très pertinente. Est-ce que vous pensez que ces initiatives, que ce soit côté Commission européenne ou côté Intel, ou on verra certainement d'autres acteurs qui vont se positionner très rapidement, est-ce que vous pensez que ces initiatives sont à même de répondre à la problématique actuelle et à même de faire en sorte que dès demain, tout le monde soit vraiment très content de la situation d'approvisionnement en matière de semi-conducteurs. Marie, ton avis dessus? Alors, mon avis, je réagirai à ta remarque qui est dès demain, on va certainement pas, puisqu'on sait que implémenter une fab prend des années avant qu'elle soit comment dire, en production, qu'elle soit avec un niveau de qualité correct. Et d'ailleurs, Intel précise bien qu'ils n'attendent pas de volume en masse avant 2027. Donc ça montre déjà quand même que le temps que ça peut prendre. L'autre chose aussi, en tout cas le questionnement que j'ai, moi j'accueille favorablement le fait qu'on puisse avoir envie, enfin, en tout cas que l'Union européenne veuille mettre les moyens pour relocaliser en Europe, mais une des questions que je me pose, c'est quelles technologies seront-elles implantées, puisque on voit la plupart du temps que ce sont plutôt des technologies plutôt avancées ou alors des technologies qui sont plus pour des industries bien spécifiques. Et j'imagine qu'avec les 80 milliards qu'Intel vont mettre en termes d'investissement pour les 10 prochaines années, ils ne vont certainement pas couvrir l'ensemble des besoins de l'ensemble des acteurs de la chaîne. Donc je le prends moi comme étant une bonne nouvelle pour le marché global. Peut-être qu'effectivement ça peut venir détendre le marché en libérant de la place ailleurs, mais je ne sais pas si, en tout cas dans le cadre de WISeKey, on sera dans la mesure de relocaliser sur cette base-là ou pas, puisqu'il est beaucoup trop tôt pour le savoir. La deuxième chose aussi, c'est quelles sont les chances de succès. Il y avait quand même l'ironie du sort que je voulais souligner, c'est quand même qu'il y a moins de 10 ans, il y avait au moins 2 fabs additionnelles en Europe. Il y en avait en Angleterre, Ketmel a fermé. Il y en avait également une à Mereuil, notamment à la fonderie, qui a dû fermer puisqu'elle n'a pas pu être maintenue dans le temps. Et c'est quand même dramatique. C'est-à-dire que c'était il y a moins de 10 ans. Et quand on voit qu'il faut au moins 5 ans pour pouvoir monter une usine, on voit toute la complexité de l'implémentation
de tout ça. Et la deuxième remarque également que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport au montant. Bon, c'est des montants qui sont mis sur la table qui sont déjà relativement élevés, mais est-ce que ça sera suffisant pour nous assurer notre indépendance? Parce que, juste par comparaison, les budgets qui sont mis, par exemple, l'intention de budget mise par la Corée, c'est de l'ordre de 450 milliards, en fait, pour pouvoir devenir leader mondial sur les semi-conducteurs. Alors, on cherche peut-être pas le même positionnement, hein, les uns cherchent à être leaders mondiaux, nous on cherche peut-être, enfin l'Europe à être qu'à 20% des productions, mais voilà, pour moi c'est une position atlantiste, mais qui pourra en tout cas, qui est néanmoins bienvenue. D'accord, merci Marie. Laurent, sur cette initiative européenne, et puis peut-être aussi pour toi plus particulièrement aussi sur ce que font les pouvoirs publics en France, puisque l'Europe, la France, ton implantation, on l'a bien compris, est très française. Comment tu vois donc à la fois à l'échelon européen et à l'échelon français, quels sont les supports que tu attends et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la question? Alors bien sûr, ce que je vais dire, ça n'engage que moi, entre guillemets, hein. Et puis mon expérience, mais moi je suis plutôt… D'abord, je pense que c'est avant tout un problème politique, avant tout. Je pense que c'est absolument pas un problème d'argent. Je pense que c'est des vraies décisions stratégiques qui doivent être prises. Je me rappelle juste que quand Joe Biden a été élu, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il est parti à Taïwan pour essayer de rapatrier des usines et rapatrier entre guillemets le savoir-faire américain. Et on lui a expliqué qu'il fallait qu'il reparte chez lui. Et il a très très vite remis en place, remonté des usines qui ont permis de faire finalement pas mal de choses. Je ne sais pas si c'est lié, mais aujourd'hui on commence à racheter des composants, ce qui n'était pas forcément le cas avant, et des composants qui viennent des États-Unis. Voilà, donc ça pour moi c'est relativement factuel. Après le deuxième point, c'est que on voit qu'effectivement il y a le CHIPS Act qui a été lancé par la Commission européenne. Donc ça, c'est de toute façon c'est quelque chose de très positif. Mais ce que je note aussi, quand même, c'est que je crois, j'ai lu un peu de littérature et quelques journaux et quelques reportages. Globalement, 90% des machines qui sont utilisées pour fabriquer ce dont on a besoin sont des machines qui sont fabriquées en Europe. Donc, ce que je me dis, c'est que si Xi Jinping avait été dans la même situation, je pense qu'il aurait bloqué toutes les machines à la frontière, qu'il aurait monté une usine, et que je pense que, comme le vaccin qu'on pensait devoir faire en 10 ou 15 ans, en 20 ans, on pourrait très bien monter une usine si on en avait envie, j'en suis persuadé, en une année ou deux. Il suffit juste d'avoir la volonté de le faire et de prendre des grandes décisions politiques. Voilà. Après, je suis peut-être un peu naïf et je connais sans doute pas bien le sujet, mais en tout cas, c'est mon point de vue de citoyen. Après, au niveau politique, donc on a monté en Auvergne-Rhône-Alpes avec le président Laurent Wauquiez une sorte de, on va dire pas d'association, mais en tout cas de regroupement de PME qui vont le voir régulièrement sur ces sujets. On a d'ailleurs eu des réunions avec la direction générale de ST Microelectronics à plusieurs reprises pour essayer de discuter avec eux sans parler d'une préférence régionale, mais en tout cas d'une préférence nationale. On a lancé un certain nombre d'initiatives. YesCities a proposé d'ailleurs la mise en place d'une plateforme collaborative pour faire des commandes groupées de composants pour des PME. Donc ça, c'est des exemples de solutions qu'on pousse auprès de l'État, et enfin en tout cas, on va dire régional. Et puis on a, avec Thales, proposé le partage de composants critiques, notamment au travers d'une plateforme qui avait été développée par Thales et par nous, pour pouvoir aussi aider les PME. D'ailleurs, Renault s'intéresse à ce sujet avec nous, un certain nombre de grands acteurs automobiles s'intéressent à ce sujet. Voilà, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on voit quand même que la dimension politique est essentielle. Et s'il n'y a pas effectivement des vrais leviers, une vraie prise de conscience et j'allais dire des vraies actions autour de ça, ça va être compliqué uniquement pour des privés d'apporter vraiment des choses et surtout de faire changer les modèles, quoi. Effectivement, merci Laurent. C'est effectivement un bon point et qui souligne le fait que tout n'est pas simplement une question de capacité de production, etc., mais il est aussi beaucoup question d'organisation plurielle, d'organisation à la fois dans les entreprises. Tu le mentionnais au niveau de ta supply chain, tu as été obligé de t'adapter
et d'avoir des acheteurs en plus grand nombre et un peu partout. Donc beaucoup d'organisations, des organisations aussi autour de l'écosystème, de vos écosystèmes. La question que je me pose, c'est justement cette crise d'approvisionnement. Est-ce que vous pensez qu'elle a eu des conséquences sur la relation avec vos clients, avec vos fournisseurs, voire même avec vos concurrents? Est-ce que c'est quelque chose qui a eu un impact sur le côté humain du business autour de l'électronique? Marie? Oui, bah, tout à fait. Alors nous, on a une position où finalement on voit les deux côtés de la chaîne, hein, puisqu'on est à la fois en train d'acheter de la capacité et des wafers, et puis également en train de répondre à nos clients. Et c'est probablement une des grands changements. Je dirais pas c'est le démarrage, hein, qui était classique de relation client-fournisseur avec un client qui veut un produit pour hier. Au bout d'un moment, c'est, on va dire, la confrontation avec la réalité qui était beaucoup plus dramatique qu'avant, a fait véritablement changer les comportements des relations à la fois avec les clients, à la fois avec les fournisseurs. On sent que c'est une crise qui est sans précédent par son intensité, sans précédent également par sa durée, et pour laquelle personne ne sait véritablement quand est-ce que ça va être terminé. Donc en fait, l'objectif, c'est de pouvoir continuer à avancer malgré tout, et ça a énormément changé les relations. Donc on est plutôt, je dirais, à des phrases types qui étaient comment ça, c'est pas acceptable, vous n'avez pas déjà livré. Ce genre de phrases dans les relations clients-fournisseurs ont été plutôt remplacées par bon, maintenant, comment on peut s'y prendre, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous aider, et comment ça va se passer. Et ce qui est en tout cas d'un point de vue personnel et d'un point de vue humain, finalement, en fait, la bonne chose de manière paradoxale de cette crise, c'est que probablement que nos métiers, enfin en tout cas le mien, est probablement beaucoup plus intéressant que ce que ça pouvait être dans la caricature de la relation d'achat-fournisseur telle qu'elle était avant. Laurent? Alors, effectivement, ce que j'ai découvert, puisque j'ai travaillé globalement plutôt dans des grands groupes un peu toute ma vie, et ce que j'ai découvert en créant cette entreprise et finalement en reprenant une PME, PMI, j'ai découvert en fait que le monde de la PME en France, en tout cas, et de la PMI était un monde où les gens en fait se parlaient pas. Il y avait des relations, enfin il y a des relations extrêmement compliquées. Je pense que c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles la France est différente de ce qui se passe en Allemagne. Pour avoir travaillé en Allemagne, même avec des entreprises comme Siemens, avec des PME, il y a une vraie solidarité, une vraie envie de travailler ensemble. En France, les PME, PMI, alors, ce que je dis là, c'est évidemment, il y a plein de contre-exemples, mais n'a pas tendance à se rassembler et à travailler ensemble. Bon. Plutôt toujours à se cacher et à essayer de se protéger, voilà, souvent parce que les PME, PMI sont dirigés par des patrons et des gens qui ont monté ça souvent avec leur famille ou seuls. Donc, effectivement, ils ne sont pas forcément habitués à ouvrir les livres et à faire des grandes associations. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas toujours vrai, mais c'est quand même en tout cas ce que j'ai noté. Ce que je note aujourd'hui, c'est qu'en tout cas avec nos clients, qui sont aussi souvent des PME, PMI ou des entreprises en tout cas de taille qui ne sont pas des très grands groupes, il y a aujourd'hui, ce que disait Marie, il y a une vraie solidarité. C'est-à-dire que souvent j'entends entre Français, on va s'aider, on est ensemble, nos fournisseurs sont importants, nos clients sont importants, il y a une vraie envie de trouver des solutions ensemble. Il y a aussi, je trouve, une vraie maturité sur le partage et la connaissance des problèmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas expliquer pendant des jours et des jours que c'est compliqué, que les composants, voilà, tout le monde connaît les situations, tout le monde y est confronté. Et je pense que ça permet, en tout cas, j'ai ce ressenti, mais ce n'est pas que du ressenti. Dans les faits, on a mis en place des outils, on a changé. Avant, on était à 45 jours de paiement, on me disait, mais non, jamais tu arriveras à faire changer les 45 jours. Si, on fait des paiements quasi à l'avance, on fait des partages de risques communs. Et je trouve que ça a permis de nous rapprocher de nos clients, de nos fournisseurs, de nos partenaires, d'être plus proches. Et je trouve c'est en tout cas très agréable en termes de relations et ça fait vraiment plaisir de trouver une certaine forme de solidarité. Voilà, c'est plutôt un point positif. D'accord, donc comme on dit,
Il n'y a pas forcément que du malheur dans ces situations de crise, et la preuve en est qu'on peut arriver à retrouver effectivement des solidarités, ou en tout cas un côté humain qui avait certainement disparu de ces relations clients-fournisseurs. Merci à vous pour vos réponses. Pour finir, puisqu'il va falloir effectivement conclure, juste un petit sondage rapide. Fin de la crise en 2023. Marie? Pas plus que ça, pas de certitude. Laurent? Non, enfin, c'est impossible. Après, fin de la crise, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que fin de la crise, ça veut dire on revient comme avant? Je ne crois pas une seule seconde. Est-ce que fin de la crise, c'est finalement acter, tirer les leçons de ce qui vient de se passer pour sans doute travailler différemment? Ça, je le pense. Mais revenir comme avant, enfin, si fin de la crise, c'est espérer c'était mieux et on va revenir comme avant, ça, j'y crois pas du tout. Bon, on verra bien. En tout cas, on va se donner rendez-vous l'année prochaine pour discuter du sujet, puis on verra effectivement ce qu'il en est. Merci à vous, merci Marie, beaucoup. Merci Laurent pour vos témoignages. Je pense que c'était très intéressant effectivement d'avoir cette vision à la fois côté fournisseur de composants et côté consommateur, voir les problématiques de chacun, voir comment tout ça peut s'organiser quand effectivement on traverse une crise comme la crise actuelle. On voit également que la crise actuelle montre à quel point comme on dit, on est peu de choses, et que ce soit une crise sanitaire, des crises géopolitiques qui peuvent intervenir n'importe quand, des guerres, des changements brutaux dans les équilibres des marchés. Bref, un certain nombre, il y a énormément de facteurs externes au business qui peuvent intervenir et qui peuvent remettre en question tous les équilibres qui étaient en place, qui peuvent remettre en question des industries elles-mêmes, voire une économie, et qu'à chaque fois, l'envie de vivre est plus important que tout, et finalement, on s'aperçoit qu'on arrive toujours à trouver une agilité pour faire face à ces crises et pour faire face à ces situations complètement difficiles. Voilà, merci, c'est effectivement une bonne leçon d'optimisme. Voilà. Ce que je voulais dire, donc, le prochain rendez-vous, ça sera pour les webinars de ConnectWave, donc sur les sujets qui ont trait aux objets connectés et à leurs identités. Prochain rendez-vous, donc, c'est la semaine prochaine, le 7 avril. Vous pouvez le noter sur vos agendas, le 7 avril à 11 h, et on parlera la semaine prochaine des évolutions et des tendances dans la RFID. Donc, quelles sont les technologies, quelles sont les nouvelles choses qui sont en train de se développer. Je pense que ça va être aussi très intéressant d'un point de vue applicatif. On aura un certain nombre de sociétés comme CIPAM, également en Auvergne-Rhône-Alpes, des voisins de Laurent, Zebra Technologies ou STID également qui seront présents. Donc, ne manquez pas ce rendez-vous la semaine prochaine. Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.